Vous avez vu Mort à Venise, je sais pas, par exemple. Mais il vous a échappé que dans le générique, parce qu'on passe vite, on attend que le film commence. Avant le générique, il y a une épitaphe, une citation de Rilke. Car le beau n'est que le premier degré du terrible. Donc vous voyez, Thomas Mann, c'est pas en lisant la phénoménologie qu'il a eu cette idée-là. Ça circule. La pensée allemande et moderne en général. D'accord? J'ai parlé de la fleur tout à l'heure. Quoi de plus merveilleux qu'une fleur, de plus rassurant, de plus innocent, hein? Hegel dit dans son étude de la religion, quand on est passé de l'innocence de la religion des fleurs au côté belliqueux de la religion des animaux totémiques. Quand on lit même dans le football, après tout, que le lion de Yaoundé a vaincu l'ours berlinois, ou je pourrais multiplier les trucs, ou que le coq gaulois a vaincu le lion français à la fin de la guerre de 100 ans, le lion anglais, pardon, à la fin de la guerre de 100 ans, après tout. La fleur, je reviens à mon exemple, ce qui est plus suave, de plus innocent, et c'est ce qui va mener au carnage. Regardez les mammifères, nulle part ils ne prennent autant de risques, eux qui passent leur temps à se protéger du danger, qu'au moment de la saison des amours. Oui ou non? Ils prennent des risques, ils sortent, ils font des trucs, ils affrontent d'autres mâles au risque péril mortel. Souvent ils y laissent la peau. Car le beau n'est que le premier degré du terrible. La beauté, c'est ce qui nous évade, c'est ce qui nous change un peu de ce carnage de l'épouvante. D'accord? Et en même temps, elle en est parente. La guerre la plus célèbre dans le monde symbolique, en tout cas occidental, c'est quand même la guerre de Troie. Elle commence par l'enlèvement de la belle Hélène. Oui ou non? J'invente pas. Et la guerre commence, mais pas encore l'Iliade. La guerre de Troie réelle, mais pas encore le poème l'Iliade. Le poème, lui, commence quand il y a de nouveau une nana. C'est Briséis, la captive, que Agamemnon se garde pour lui alors que Achille l'avait conquise. Oui ou non? Et c'est le carnage chez les Grecs, parce que quand Achille se retire sous sa tente, les Troyens font un carnage. Je ne suis pas en train d'injecter du sens de l'extérieur. Je suis le signifiant à la lettre. Au sens du travailleur, du producteur, qui se traduit par une action, parce que je n'accepte pas, je produis autre chose. Soit je construis une maison, par exemple, parce que je n'accepte pas de vivre sous les intempéries, etc., ce qu'ont fait nos ancêtres. Hein, soit c'est l'inacceptable politique. Je prends la Bastille. Soit il y a l'inacceptable qui veut dire refouler. Je n'accepte pas et donc recul d'horreur devant la mort. Mais je recule, je n'avance pas. Pour me préserver pur de la destruction, je ne résous pas le problème. Ou je le résous magiquement, c'est-à-dire on ne le résout pas. En faisant comme s'il n'existait pas. C'est le refus de la détermination. Car dans la détermination, il y a terminé, il y a fini, la finitude, la limite. C'est par la mort que notre existence dans le temps est limitée. C'est pour ça que dans l'idéologie, sur le front idéologique, et spécialement sur le front idéologique, sur le segment proprement philosophique, dans toute l'histoire de la pensée philosophique, il y a le déchaînement des pensées irrationalistes contre la détermination. Sans que jamais ils disent la vraie cause, comme si c'était un débat philosophique. En fait, c'est un refoulement de la mort. Si je commence à dire qu'il faut manger pour vivre, non, après Platon va dire, mais non, ça c'est pour le corps, mais l'âme elle est immortelle. Ben oui, il faut absolument trouver un truc qui échappe à la finitude dans le temps. Je caricature un peu Platon, hein. Enfin en gros c'est ça. Et que la pensée, l'esprit, tout ça soit immatériel. Et ben oui, parce que si tu es matériel, on sait bien que dans la matière, ça apparaît et ça disparaît. Il y a la génésis et la phtora, comme disaient les Grecs, la génération et la corruption. Ou comme disent les bouddhistes, tout ce qui est né va périr. Seul le non-né est éternel. Seul ce qui n'a pas eu de commencement n'aura pas de fin. Mais tout ce qui a eu un commencement aura une fin. La praxis, c'est là qu'on voit que la fin, c'est rien. La fin, c'était la fin FAIM, hein, qu'il fallait supprimer. Je fais un jeu de mots. Mais après, la praxis va bien au-delà. Elle fait apparaître tout un monde qui n'était pas présent au début. Ce que j'ai appelé tout à l'heure, l'appartement de Bach à Eisenach, tout un monde, toute une possibilité de plaisir au pluriel et de bonheur au pluriel qui était impensable
d'accord, dans la lutte haletante pour la survie. Le refoulé ne cherche qu'une chose, c'est à se faire entendre. Comme dit Freud, l'inconscient insiste pour se faire entendre. Dans le lapsus, par exemple. D'accord ? Et maintenant, nous allons rôter à la santé de notre professeur. Je veux dire, nous allons porter un toast, parce qu'en allemand, Aufstoßen et Anstoßen, rôter, porter un toast, ça ressemble un peu, vous ne connaissez pas cette anecdote dans Freud ? Voilà. Hein ? Évidemment, le gars, il doit avoir une haine pour son patron. Nous allons rôter à la santé de notre directeur. Bon. Mais oui, à force de le refouler, comme un ballon dans la baignoire, je l'enfonce, plus il me saute à la figure. Il y a ce qu'on appelle le retour du refoulé, c'est ça la répétition. Le retour du refoulé. Les cadavres sont dans les placards. Admirable illustration dans la mythologie avec le roi Midas, qui n'avait jamais pu garder un secret, et à qui le roi Midas, c'est le barbier du roi Midas, hein, qui n'avait jamais pu garder un secret, et le roi Midas a des oreilles d'âne que lui a fait pousser Apollon pour le punir d'avoir donné la palme du meilleur musicien à Pan et non pas à moi, Apollon, il faut vraiment que ce soit mauvais. À la flûte de Pan et non pas à la lyre d'Apollon, c'est joli que les dieux prennent comme arbitre un roi humain en musique. Quel meilleur musicien de nous deux, Pan ou Apollon ? Comme il a choisi Pan, Apollon il fait pousser les oreilles d'âne. Alors, un roi qui a les oreilles d'âne ne peut plus rester au pouvoir. Donc il dit à son barbier, tu me laisses pousser les cheveux. Si tu me dis à quiconque, et j'entends dire en ville que j'ai les oreilles d'âne, tu vas s'égorger. Et l'autre est emmerdé, il n'avait pu garder un secret. Et donc il court dans la forêt parce qu'il n'en peut plus. Creuse un trou, il crie, le roi Midas a les oreilles d'âne. Voilà, hein, il se décharge. Et il repousse. Et là, il y a le retour du refoulé. Hein. Ça pousse les plantes et le vent qui portent. Admirable métaphore. L'idée s'exprime. Le moteur de l'idée, c'est très hegelien. L'idée s'exprime. L'idée, comment c'est que le plus intellectuel, c'est intérieur, c'est pas le langage, c'est ma pensée qui est même plus profonde. Le langage n'est jamais qu'un moyen tout grand, parfait pour exprimer la sublimité. Non. L'idée s'exprime. Et c'est même quand elle s'exprime que la vérité apparaît. C'est pas ce que j'en pense, c'est ce que je dis, bien ma vérité, et encore plus ce que je fais. Ce qui est refoulé, du point de vue praxique, c'est pas le travail, c'est déjà terriblement refoulé. Hein. Vous savez bien, par exemple, avec Gluskar et René, qui est un grand sportif, on rigolait en lisant les articles de l'équipe, quand il y a eu un match de foot entre l'Allemagne de l'Est et la France. L'Allemagne de l'Est nous foutait 4-0, par exemple. Hein. Et alors qu'elle était venue tardivement au foot, il n'y a que les 7 millions d'habitants, la population de New York, quoi. Je veux dire, ils étaient au top mondial. Et voilà que l'article de l'équipe, on pouvait le prévoir. À chaque fois, on le prévoyait, c'était les mêmes mots. Le panache français n'a pas résisté à l'implacable mécanique allemande. Bon, nous, on a le génie, mais bon, on n'a pas eu de chance ce jour-là, le panache. Et de l'autre côté, bon, il y a des bœufs qui, à force de bosser, le travail. Vous voyez, c'est pas le travail qui est refoulé, c'est le travailleur. Dans toute l'écologie, c'est pas le travail, c'est pas la productivité qui est refoulée, même si c'est montré comme l'ennemi. C'est le travailleur qui pollue. C'est la classe ouvrière qui a les mains sales. Alors je vous renvoie à Gluskar, les admirables analyses qu'il y a dans Vers un nouveau progressisme, un de ses derniers ouvrages, où il pose la figure d'Albérich, le nain, le Nibelung, hein, qui sort de la terre, sale, noir, c'est ce que la figure indique, c'est pas moi qui en rajoute, hein, et qui pue, hein, le travailleur, à Narcisse, qui ne fait rien, qui contemple son image dans un reflet. À toi de plaire, à moi de faire, comme dit Gluskar ironiquement. C'est le prolétaire qui parle. Hein. À toi de plaire, à toi Narcisse, le bourgeois, le maître, et à moi de marner. Bien sûr, c'est ce refoulé-là qui sépare à jamais l'axe hegeliano-marxiste du champ freudien. Mais je m'en sers tout le temps du champ freudien parce qu'il est pédagogiquement très intéressant. Et parce qu'il est très pertinent dans le monde micro-social. Il y a un côté quantique dans la psychanalyse, c'est bon pour les petites relations. Là, la famille, le machin, le truc. Comme pour la société globale, il faut quand même mieux Marx.